possible de changer de place parce que je filme ta tête. Merci. Merci beaucoup. J'espère que le son est bon. Test. Est-ce que ça va? C'est bon? On attend peut-être un peu, mais en attendant, on peut rigoler un petit peu. Il a dit, non, professeur, non. C'est un menteur, ce type, je le connais. Oui, la conférence n'a pas commencé. On va rigoler un peu en attendant. Alors donc, éternel Victor, on n'a pas dit ton âge, mais moi je le dis. Tu es éternel. Tu as toujours 18 ans. Parce que si je te donne 17, tu diras que tu es infantile. Tu veux me contrôler. Si je te donne 19, tu diras mais tu me vieillis. Bon, éternel Victor a toujours 18 ans. Merci. Alors, c'est pour moi, comme d'habitude, et depuis tellement longtemps, un honneur, un plaisir, une joie, mais immense de collaborer avec Transart 2000. Quand je dis Transart, je vois un visage, Elsie Daphnis, toujours sur le pont, depuis des décennies, par marée haute, par marée basse, et je sais ce que ça veut dire que diriger un organisme de non-communauté à nous. Il y a des moments de vide absolu, pas un souffle. Mais tenir pendant des décennies, il y a là quelque chose qui ressemble à de l'éternité. Alors nous avons deux éternités aujourd'hui, éternel Victor et l'éternel féminin qui se trouve dans Elsie Daphnis. Est-ce que vous voulez bien m'aider à dire bonjour, comme vous savez si bien le faire, à Madame Daphnis? Alors, Transart 2000, c'est surtout cette affiche qui me parle. Transart a ouvert le rideau sur le 21e siècle, comme vous le voyez. Les masques, nous l'espérons, restent derrière. Vous voyez ces deux personnages, les masques sont derrière. Puis il y a une longue route, un tapis rouge vers l'avenir, et peut-être qu'au bout, nous allons tomber tous dans un palais lumineux. C'est ça, pour moi, le travail de Transart 2000. L'espoir que ça change vraiment, que les masques tombent vraiment. Et de manière tout à fait métaphorique, Transart le fait justement par le théâtre, par l'éducation, par l'intégration, par les jeunes. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que les jeunes? À commencer par notre éternel jeune, éternel Victor. C'est ta fête, mon cher, on va pas arrêter avec ça aujourd'hui. Alors donc, l'escalade de la violence conjugale. Quand on dit violence, il n'y en a pas de petite, il n'y en a pas de grand. Quand c'est violent, c'est mal. Point terminé. Il n'y en a pas de peut-être que non. C'est violent, ça veut dire c'est mal. On est déjà dans le mal. Alors donc, la violence conjugale, lorsque l'on se met ensemble, et particulièrement lorsque on s'engage dans le mariage, mais on rêve d'avenir, on rêve d'avoir des enfants, des petits-enfants. On est donc dans la lune de miel. Il se fait que cette lune de miel
se brise. Donc la violence conjugale est une rupture dans le rêve d'une vie. Et une vie, pas la mienne tout seul, d'une vie familiale, d'une lignée qu'on veut construire. La plupart d'entre nous, sinon nous tous dans cette salle, nous sommes venus d'ailleurs, avec tout ce que ça veut dire, avec énormément d'espoir. Nous avons tous travaillé, nous continuons de travailler tellement fort pour que ça marche. Mais quand il y a cette rupture par la violence, c'est plus qu'un rêve brisé, c'est une vie qui s'arrête, vraiment. Alors donc, la violence dans le cadre familial, je voudrais en parler aujourd'hui, parce que voyez-vous, on peut en parler en termes juridiques, souvent d'ailleurs, il y a quelques décennies, on en parlait surtout en termes juridiques, c'est-à-dire le divorce, les avocats, les juges, les intervenants. On en a beaucoup parlé en termes médicaux, en termes de services sociaux, en termes de féminisme, tout cela est valable. Mais je pense qu'il y a un élément important pour nous, de nos communautés, à ajouter, c'est ce que j'appelle la dynamique familiale. Parce que nous sommes nés, nous avons grandi, pour certains d'entre nous, dans un cadre familial autre de chez nous. Nous arrivons ici, ce cadre, par le fait de l'immigration, se modifie. Nos comportements se modifient. On peut ne pas le vouloir, mais ils vont changer. Et c'est souvent ce choc migratoire, dans beaucoup de cas, je parle de nos communautés, c'est ce choc migratoire qui est souvent à l'origine de certains types de changements de comportement, notamment chez l'homme. Ainsi donc, quelle est cette dynamique familiale? On pourrait en parler longuement, mais en très peu de temps, on n'a pas dit combien de temps nous avons avant le retour du Christ. Est-ce que je peux parler jusqu'à son retour ou... Parce que moi j'en ai des choses à dire. Le sujet est tellement important, on va attendre son retour. Bon, on va l'attendre, donc on n'ira pas jusqu'au retour. Très bien. Alors donc, la dynamique familiale liée à l'immigration, c'est que souvent, c'est un modèle de famille qui se déplace dans une zone où c'est un autre modèle de famille qui prévaut. Généralement, ici, si on veut schématiser, c'est papa, maman et les enfants de la famille. Le reste, oui, c'est de la famille, mais c'est la famille nucléaire. Nous, vous et moi je viens d'Afrique centrale, le Congo anciennement Zaïre. Quand on dit famille, même les amis et les voisins, parfois, deviennent véritablement des membres de la famille. Moi, j'en souviendrai toujours que, quoi qu'il en soit, maman ne donnait jamais tout à manger aux enfants le soir. Toujours elle gardait quelque chose en disant on ne sait pas quand quelqu'un pourrait être de passage. C'est pour ça que quand on nous a appris la charité chrétienne, j'ai eu un petit doute, parce que nous la pratiquions au niveau le plus élevé, c'est-à-dire on prend la nourriture des enfants, on donne à un inconnu qui a frappé chez nous. On lui cède le lit pour la nuit. À ce point-là, je ne sais pas s'il y a mieux comme charité, probablement qu'il y en a. Cette dynamique donc qui va se modifier, va être modifiée en fonction justement de la migration. La migration, c'est d'abord la décision de partir. Qui décide de partir? C'est peut-être monsieur et madame. Les enfants, souvent, ne font pas partie de la décision. Donc, monsieur et madame savent ce qu'ils font. Même s'ils ne savent pas exactement ce qui les attend, mais ils décident de s'engager dans l'aventure. Les enfants vont subir, même s'ils sont jeunes. Donc, eux, chez eux, le choc peut être encore plus violent, même si, nous le savons, les enfants s'adaptent beaucoup plus vite que les adultes. Et les femmes encore plus vite que les hommes. Moi, je suis arrivé 2 ans avant ma famille. J'avais mon univers, je ne sortais pas de là. Quand ma femme arrive, elle amène l'enfant au parc, le cadet. Elle revient avec 2 numéros de téléphone. D'autres femmes, moi, quand je l'emmenais, je revenais comme je suis parti. Il y avait des hommes, bonjour, quel temps il fait, ça s'arrêtait là. Donc, les femmes, en rencontrant d'autres femmes, souvent, s'adaptent beaucoup plus. Premier petit problème.
c'est la femme qui crée les grandes ouvertures vers la société d'accueil. Alors même que monsieur était là avant, souvent, la femme comprendra plus vite parce qu'elle est en contact direct avec d'autres mamans, par exemple, qui, elles, ont déjà connu des choses et donc elle apprendra assez vite. Pendant que monsieur, surtout si on a fait de longues études et qu'on vise un certain poste, on espère trouver au minimum le statut qu'on avait au pays de départ. Alors que souvent, madame, si elle avait été institutrice, elle peut accepter de faire le ménage en attendant. Un autre petit changement. Madame travaille pendant que monsieur est à la maison en attendant. Mais au pays d'origine, souvent, c'est monsieur qui travaillait, qui ramenait l'argent, et madame, souvent, tournait autour des enfants de la maison. Inversion des rôles sociaux pour le deuxième. On ne s'en rend pas compte, mais quelque chose a changé. Et la violence peut intervenir en ce moment-là quand monsieur commence par « Aujourd'hui aussi, vous aviez une réunion, tu arrives à 18h, c'est un début. Ça ne finira pas par la violence. Ce n'est pas de la violence. Mais il commence à avoir des petits doutes sur les retards de madame quand elle arrive avec 30 minutes, avec une heure. Quelque chose d'autre se construit tranquillement. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on devient violent. Il y a toujours une explication. Et puis à un moment donné, ce sera le téléphone sonne, madame, oui, est-ce que je peux parler à madame? Très bien. Après, c'est encore ton patron qui a appelé. Ces petites choses anodines, on pense que ça ne fait rien, sont en train de créer un climat nouveau dans un couple qui a toujours fonctionné très bien dans un autre cadre. Alors, je considère comme anormal, pour ne pas dire mal, comment moi je vais me gérer moi-même par rapport à la nouvelle attitude, aux nouvelles valeurs de mes propres enfants au pays d'accueil. Je peux avoir l'impression que, surtout si leur maman dit, mais écoute, c'est une situation nouvelle, nous devons nous adapter, non, nous sommes des Congolais, nous sommes des Haïtiens, il n'est pas question que j'éduque mes enfants de cette façon. Vous voyez, par quelque chose de parfaitement naturel. Les enfants vivant ici, grandissant ici, ne peuvent que prendre les valeurs d'ici beaucoup plus vite que nous. Parce que nous, les valeurs sont déjà installées. Nous pouvons avoir un problème alors que c'est normal que les enfants grandissant ici prennent les valeurs d'ici. Dans certains cas, le statut, je t'ai parrainé, alors tu la boucles et tu m'écoutes. Ou à l'arrivée, surtout, ne prête pas oreille à leur féminisme. Bon, j'exagère un peu, mais je veux dire, ce sont des très petites choses. C'est ça l'essentiel de ce que je veux dire par dynamique familiale. Les choses de la vie quotidienne qu'on croit sans aucune incidence, mais qui sont des facteurs très lointains qui modifient les choses entre papa et maman. Alors, cette nouvelle lune de miel qu'on est venu vivre ici, en espérant qu'on va avoir une meilleure vie, que les enfants vont avoir une meilleure vie, elle commence justement à nous déchirer. Donc, on a peut-être eu des problèmes au pays, puis on vient ici pour vivre mieux, et je ne dis pas que papa est méchant, qu'il est nécessairement le mauvais, mais le contexte migratoire impose à n'importe quel couple des changements qui ne sont jamais acceptés de la même manière par l'homme que par la femme. L'un peut aller plus vite, l'autre un peu moins vite. Les enfants interviennent aussi. Dans nos communautés à nous, je peux vous l'assurer pour avoir fait des recherches, c'est moi d'ailleurs qui ai écrit ce petit livre depuis bientôt près de 15 ans. Il est des communautés qui viennent par exemple d'Asie du Sud, où dans la rue, l'homme marche devant la femme 1 ou 2 mètres derrière. C'est ça la valeur dans la rue. Alors arrivé ici, comment voulez-vous que la femme ne voit pas d'autre façon de faire? Là-bas, tout le monde fonctionne comme ça. C'est normal. Mais ici, personne, à part nous, ne fait ça. Donc, nous-mêmes, nous commençons à nous dire que nous ne sommes pas normaux. Bien sûr que madame va vouloir que ça change. Un autre exemple simple.
il y a des enfants en bas âge, il y a donc des allocations familiales, mais ça vient au nom de madame. Mais au pays d'origine, c'est monsieur qui avait un compte à la banque et c'est lui qui gérait le budget familial. Alors, quand on appelle à la maison pour écoutez, elle n'est pas là, alors qu'elle est juste là, est-ce que je peux prendre la maison? Non, je ne peux rien vous dire, jusqu'à ce qu'elle vienne. Oui, mais je suis son mari, oui, mais d'accord, sauf que je ne peux parler qu'à elle. Vous voyez, des choses comme ça, parfois, on peut se dire, bon, ça va changer, etc. Mais ça vient de mettre un germe entre ces deux personnes qui vivaient d'une certaine manière, mais au pays d'accueil, ça ne peut que changer. Je suis heureux de savoir que à peu près tout le monde ici a déjà traversé tout ça. On a des enfants, des petits-enfants, mais ça n'épargne pas nos enfants qui sont nés ici, parce qu'ils ont grandi avec nous. Et croyez-moi, messieurs, dames, même si nos enfants ne semblent pas nous écouter quand nous leur disons ceci est bon, cela n'est pas bon, ça rentre. Et quand ils vont chez eux, ils vont l'appliquer. Moi, je me souviens de ma fille, sa chambre était un cafarnaum total. Elle est donc dans sa maison. Papa, chez moi, on ne laisse pas la tasse dans l'évier, on lave tout de suite. Oui, mais quand tu étais chez moi, comment tu faisais? Donc, ce qu'on lui disait, elle entendait. Et en attendant qu'elle aille l'appliquer chez elle, ça peut donc créer un certain nombre de problèmes avec les parents ou avec le conjoint. Vous savez, on a souvent parlé de choc culturel, il y a la déstabilisation matérielle, mais il y a surtout, selon moi, pour nos communautaires, nous, ce que j'appellerais la perte des réseaux sociaux. Vous avez ce que vous appelez la cour. La cour. N'importe quel adulte est responsable de n'importe quel jeune. Chez moi, c'est rigoureusement pareil. Ça va même plus loin. Quelle sorte de maman est-ce que vous êtes? Vous voyez bien cet enfant en train de faire une bêtise et vous n'intervenez pas. Donc, ce n'est pas la faute de l'enfant. C'est cet adulte qui ne connaît pas cet enfant, mais qui était là et qui n'est pas intervenu. Essayez donc de dire ça à un enfant québécois. Dans le métro, vous lui dites, vous verrez ce qu'un enfant va vous répondre. Alors, en perdant ce réseau qui sécurisait l'enfant, même quand il est loin de papa et de maman, on perd énormément de choses au pays d'ignorance. Parce que ici, c'est vraiment papa, maman et les enfants. Et particulièrement les filles. Nos filles, parfois, souffrent beaucoup plus. Moi, ma fille, ça s'est plutôt bien passé parce que c'est un risque, mais je lui disais, tu vas à un anniversaire, ça commence quand? 19h, ça finit quand? 23h, très bien. C'est moi qui te conduis et c'est moi qui vais te ramener, quoi qu'il arrive. Personne d'autre. Je peux te faire confiance, oui, papa. Oui, mais après une année de ça, c'était pourquoi tu viens toujours me chercher comme si j'étais un bébé? Et là, elle n'avait que 16 ans. Parce que les amis repartent par leurs propres moyens. Ou je viens te chercher, ou tu n'y vas pas. Mais vous voyez donc que le réseau social qui nous manque, fait que j'ai confiance en toi, ma fille, mais je n'ai pas confiance en l'environnement où tu seras. Mais aux garçons, on dit rarement ça. Souvent, d'ailleurs, nos filles nous le reprochent. Pourquoi moi, je dois rentrer à la maison à 22h et lui, qui est même mon cadet, lui, il peut rester dehors jusqu'à peut-être à 23h30. Bon, bien entendu, la fille est beaucoup plus en danger. Ça, c'est l'évidence. Mais comment faire? Sauf que nos enfants grandissent dans une société égalitariste. Ce que vous faites aux garçons, vous le faites à moi aussi. Pas me priver moi et donner aux garçons. Bref, la dynamique familiale connaît cette perte et beaucoup d'autres éléments. Cela étant, l'escalade de la violence conjugale, c'est tout un phénomène parce que on croit connaître, on les a déjà nommés, vous les avez là, on croit savoir à peu près exactement. On a fait beaucoup de recherches au Québec, on a mis les mots sur les choses. Je pense qu'on pourrait y réfléchir un peu plus.
est-ce que l'homicide ou le féminicide, dans ce cas-là, c'est beaucoup plus grave que la violence psychologique? Bien sûr, on a perdu une vie humaine, c'est irréversible. C'est surtout ce côté-là où on ne peut plus corriger, c'est fini. Mais quand une femme, messieurs, vous m'excuserez, ce sont surtout les hommes qui sont violents. Mesdames, ne m'envoyez pas de tomates dans la gueule. Oui, il y a des hommes qui sont maltraités et même tabassés par leurs femmes. Et là, c'est encore plus dramatique. D'abord, il n'y a presque pas de ressources pour ces hommes. Ensuite, parce qu'ils n'oseraient jamais, au grand jamais, l'avouer. Donc, c'est une victime à la limite consentante et pour toujours. Et si, pour les femmes, la société a travaillé beaucoup, les ressources, un certain nombre de choses à faire, et tant mieux. Parce que ce que je n'ai jamais compris, c'est comme ça, mais il faut que ça change. Il n'est pas une seule société au monde où la femme n'a pas été brimée de manière systémique par les hommes. Il n'y en a pas une seule. C'est très frappant. Mais en même temps, je ne connais pas de société ou de religion où la femme, fondamentalement, n'a pas une place de choix. Même dans l'islam. Je ne parle pas de l'islam d'aujourd'hui. Au temps du prophète, Khadija, sa première épouse, c'est la première musulmane du monde. C'est la première à lui avoir dit les voix que tu entends, c'est Dieu qui te parle. C'est la première croyante. C'est véritablement elle qui a transmis le message. Où est la place de ces femmes aujourd'hui dans l'islam? On pourrait se poser des questions. Bien entendu, les religions naissent, les êtres humains sont dedans, on peut se tromper, on peut se corriger. L'islam n'est pas seul. Pourquoi les femmes ne peuvent pas être prêtresses dans l'église catholique? Alors que le rôle de Marie est fondamental. Alors que le rôle de Marie de Magdala est fondamental. Si fondamental que même si l'Église catholique a dit que c'est la pécheresse, la femme de mauvaise vie, elle était sous la croix au moment de la crucifixion. Où étaient les hommes quand on crucifiait Jésus? Qui est la première chrétienne du monde? C'est Marie de Magdala, qui est la première arrivée au tombeau, qui reçoit le message chrétien, va annoncer au reste du monde qu'il est ressuscité. Il est à la maison, madame travaille, les rôles sont inversés, il développe le stress par rapport à sa femme, il est seul, il ne commande plus, il ne comprend pas la société dans laquelle il est. Pourquoi on ne le comprend pas? On ne lui propose que des métiers qu'il ne connaît pas et de toute façon qu'il n'acceptera jamais. Les enfants entrent en crise d'abandon. Bref, tout s'écroule autour de lui. Le stress qu'il vit peut faire que petit à petit, il ne peut plus s'exprimer autrement que par la violence. Envers les enfants, envers madame. Et moi-même, j'ai participé à des recherches il y a longtemps où souvent les femmes disaient « Mais il n'était pas comme ça. Il n'a jamais été violent de sa vie. Sa mère ne le reconnaîtrait pas. Qu'est-ce qui lui est arrivé ?» Encore une fois, ces facteurs qui, en s'accumulant, amènent l'explosion parfois. Et il y a aussi ce qu'on appelle la violence économique. Il y a toujours encore de la psychologie dedans. C'est ton argent. Moi, je connais personnellement un couple venu du Congo, tout jeune d'ailleurs. Oui, monsieur a fait l'impossible pour la faire venir. Ils ont réussi au bout de plusieurs années. Et il a dit, mais écoute, tu travailles, tu me rembourses. Bon. Elle est venue se plaindre à nous parce que nous étions un peu comme les parents. Mais comment elle te rembourse? Tu lui as prêté donc cet argent. Et donc elle t'a remboursé, c'était un prêt. Ou c'est la femme de ta vie. Tu t'es battu pour elle, tu veux faire ta vie avec elle. Alors, ce que tu mets dans cette relation n'a pas de prix. Enfin, tu donnerais ta vie pour elle, non? Et là seulement, il commence à réfléchir autrement. Et on a compris par la suite qu'il était avec des gens dont le mariage a échoué à cause de l'immigration et lié à l'argent, justement. La femme, très vite, s'est affirmée comme une femme indépendante.
Si je l'avais su, je ne t'aurais jamais fait venir. Parce que je ne t'ai pas fait venir pour que moi je lave la vaisselle alors que tu es là. Évidemment, au pays là-bas, il n'en est pas question. J'en connais d'ailleurs qui à l'aéroport, quand ils vont en vacances, monsieur rappelle à madame à l'arrivée, s'il te plaît, c'est la première fois que tu vas rencontrer ma mère, surtout, tu me laisses pas laver la vaisselle. Il n'y a aucune explication au monde qui ferait qu'elle comprenne ça. Bon, on va peut-être jouer le jeu, il y aura des ratés, comme cette fois-là, où madame va dire, chérie, est-ce que tu veux m'apporter un peu d'eau, s'il te plaît? Ah, c'était la fin du monde. Quelle est cette madame, la reine, qui va être allée épouser, qui ne peut pas se lever pour prendre un verre d'eau, et elle parle et tu te mets debout, etc. Tu veux maman? Ça, c'est maman qui parle. Tu es venu en vacances pour que je meure. Comment tu peux me faire ça devant les yeux? Alors là, le couple repartira déchiré. Bref, l'immigration, quand on nous dit parfois qu'il faut dire merci, moi je dirais que ce n'est pas vraiment un cadeau. Et quand on y reste, c'est parfois héroïque. Nos enfants, espérons, auront la vie un peu moins compliquée que nous. Alors donc, la violence économique, ça peut aussi s'exprimer par ce contrôle de l'argent de l'autre, mais ça peut être inversé. Mais madame touche les allocations familiales, c'est elle qui gère. Ce qui peut être parfaitement normal. De toute façon, les mamans sont les plus proches des enfants. Elles savent exactement les tout petits trucs de la vie quotidienne. Et de ce point de vue-là, nous en Afrique traditionnelle, moi je suis un traditionnaliste convaincu. Vous savez, chez nous, l'homme, la femme, spirituellement, est de loin supérieur à l'homme. L'homme ne vaut pas la moitié d'une famille. Il faut 10 femmes pour faire un homme sur le plan de la religion spirituelle. Je parle de la tradition. C'est pour ça que n'importe quel Africain qui le sait honorera sa mère au moins 2 fois avant d'honorer son père tout au plus 1 fois. C'est le père qui est le patriarche, qui gouverne. Mais le respect que nous avons pour nos mamans, c'est quasi religieux. C'est une véritable adoration. Et même après leur décès, moi, mon père est décédé, ma mère depuis plus de 30 ans, j'ai presque pas pleuré mon père. Mais 30 ans après, je pleure toujours ma mère. C'est irremplaçable. Bref, donc ce contrôle économique a fait beaucoup